Avant de te présenter, je voulais dire que, au fond, le sujet de ce soir tombe à point nommé dans la mesure où il va peut-être, je dirais, resserrer d'un peu plus près cette notion de relation à propos, je dirais, aussi bien de la théorie que de la pratique, mais aussi, surtout du cadre thérapeutique. Ce qui est intéressant dans ton propos, enfin, dans le résumé que tu nous as transmis, c'est précisément de pouvoir comparer, je ne sais pas si tu vas le faire éventuellement, les deux perspectives. L'une consiste à peut-être se référer à la perspective psychanalytique, et l'autre, bien sûr, c'est ce que tu vas développer, je crois, en grande partie, la perspective de la théorie relationnelle de Sami Ali et, je dirais, ses incidences, tant dans la pratique, dans la théorie, qu'au niveau du cadre, mais surtout au sein d'une thérapeutique intime, je dirais, à partir, effectivement, des échanges entre patients et thérapeutes. Alors, très succinctement, la notion d'inconscient chez Freud, elle se veut un peu comme je dirais une épistémologie qui va privilégier la notion énergétique, puisque c'est la théorie de la pulsion et de la libido. Par énergétique, il faut entendre, je dirais, la dimension sexuelle, c'est-à-dire ne pas confondre avec la dimension génitale, mais bien entendu, en acceptant l'idée qu'il se déroule toute une différenciation comme ça en termes d'énergétique. Bien sûr, Freud était influencé par la thermodynamique, c'était, je dirais, sa référence de l'époque. Cette théorie ou cette perspective psychanalytique à propos de cette notion d'inconscient propose également un inconscient de type défensif, c'est-à-dire à savoir que ce n'est pas tant dans la chose qui est dite, mais il y a toujours une chose un peu plus précise qui est derrière et qui est dit encore mieux, ce qui veut dire que c'est aussi dans le non-dit que ça se passe, mais c'est aussi dans la déformation du dire. Ça veut dire qu'il y a toujours une histoire qui est plus précise sur le plan de l'inconscient, et effectivement, il y a là, je dirais, des tas de mécanismes de défense qu'elle a développés dans l'interprétation des rêves, qui consistent à penser effectivement que l'inconscient va défendre le conscient à l'aide de ces mécanismes, de manière à ce que le conscient ne soit pas, je dirais, troublé par, je dirais, ses préoccupations ou ses désirs de nature inconsciente. Donc cette idée de l'inconscient freudien, elle est donc énergétique, défensive, mais elle est aussi autonomique, c'est-à-dire à savoir qu'il y a une dimension, je dirais, d'autonomie au niveau de l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient est là pour gérer investissement et contre-investissement, indépendamment de toute relation. Par ailleurs, c'est la perspective relationnelle. On a largement, je dirais, déployé ici avec le concept de relation il y a une quinzaine de jours, et puis Anaïs Muller, et il y a 3 semaines, il y a une quinzaine de jours, où la question de la relation va engager à la fois la notion de perception et la notion de projection psychique à travers une vision unitaire et globale. Du coup, ces deux perspectives changent tout à fait la notion du cadre, comme la notion de relation, c'est-à-dire que la relation dans la psychanalyse, elle est orientée sur la notion de transfert. La relation de la psychosomatique relationnelle utilise les deux leviers, c'est-à-dire la relation à la réalité et la relation imaginaire que l'on appelle le transfert. Voilà, en un mot, bien sûr, je pourrais m'étaler, mais tout ça, ça a des incidences sur la pratique et surtout sur la thérapeutique. Et je pense que tu vas développer ce qui détermine peut-être les deux visions, en tout cas surtout une. Donc je laisse la place à Gérard Renaudot, qui est psychologue, qui est docteur en philosophie et qui est membre du Centre international de psychosomatique depuis plusieurs années. Donc il travaille comme moi avec Sami Ali. Je dirais, il a fait pas mal de travaux d'ailleurs au sein du CIPS. Donc je te donne la parole, on t'écoute attentivement. Alors, on va parler de tout ça avec comme je l'ai mis dans mon résumé, avec un petit éclairage philosophique, puisque j'ai voulu, comme maintenant je suis aussi philosophe, j'ai voulu un peu faire ça, et puis parce que j'ai pensé ça un peu comme un hommage à Sami Ali aussi.
Disons que ce que je vais développer, ça serait une partie du chapitre que j'ai pas fait dans ma thèse et dans mon livre, parce que quand vous faites une thèse, vous ne pouvez pas y mettre tout ce que vous voulez. On vous contrôle un peu, on vous met des limites. Donc voilà, plutôt un peu comme un hommage à Samuel. J'ai préparé un petit handout, comme on dit maintenant dans les congrès internationaux, avec le plan et des citations. Soit des citations qui sont dans mon texte, soit des citations complémentaires qui sont des invitations à la lecture. Je vous le fais passer. Comme ça, vous pouvez suivre le plan. Alors j'ai conçu, je voulais faire quelque chose d'un peu simple et un peu convivial, donc j'ai conçu mon travail en 7 ou 8 chapitres, assez courts, et mon idée c'est que vous puissiez poser des questions à la fin de chaque chapitre, sans que ça s'accumule et sans qu'on les oublie, comme ça on peut avoir des échanges tout au long, et puis s'il y a trop de questions et qu'on ne va pas jusqu'à la fin, ça fait rien. On travaille, c'est le plus important. Hein, voilà. Donc, je m'arrêterai à la fin de ces chapitres. Certains sont brefs, certains sont longs. Ils sont indépendants, on peut s'arrêter. Simplement, le premier, je pense que ce n'est pas la peine, parce que j'ai préparé deux petites descriptions de situation pour situer un peu le problème. Hein. Donc, je vous raconte la première situation dont je vais vous parler. C'est une femme qui vient me voir, c'est où je travaille, et c'est la mère d'un enfant dont je m'occupe. Elle vient me voir, j'ai appelé ça l'histoire du premier rendez-vous dramatique de Madame R, parce que c'était vraiment dramatique. Pas le premier rendez-vous, elle vient me voir, mais elle vient me voir en me disant, je viens vous voir parce que peut-être je peux vous faire confiance, parce que je sais comment vous vous occupez de mon fils. Parce que je suis allé voir une psy il y a 6 mois, et depuis, je pleure tous les jours. Voilà. Et donc, elle me raconte cette histoire qu'elle est allée voir une psy. Elle avait décidé de ne pas pleurer, parce qu'elle sentait qu'elle était au bord des larmes. Elle ne voulait pas pleurer la première fois. Donc, elle va voir cette psy, et cette psy commence à la questionner, à lui poser des questions sur sa vie, à essayer de la faire parler. Et elle résiste, et puis tout d'un coup, elle se met à parler. Et la psy continue à la questionner, et elle pleure de plus en plus. Et la psy en question essaye d'avoir des images. Évidemment, la psy essaye d'avoir des représentations. Et elle pleure. Moi, elle me dit, je ne savais pas pourquoi je pleurais, je ne pouvais rien lui dire, je ne savais pas pourquoi je pleurais. Il n'y avait rien qui me faisait pleurer, je pleurais, c'est tout. Après, elle m'a raconté l'histoire de sa famille, de sa vie, et qu'est-ce que ça représentait, les pleurs dans sa famille, où les pleurs étaient interdits. Donc cette femme, quand elle était enfant, quand elle avait envie de pleurer, elle allait s'enfermer dans les toilettes, elle mettait la tête à l'extérieur des toilettes pour pleurer, parce que dans la maison, c'était interdit de pleurer. Voilà. Bon. Puis elle se retrouve avec une psy qui l'a fait pleurer, et qui l'a fait pleurer de plus en plus. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de critiquer la psy en question, parce que je pense qu'elle essayait de faire son travail. Je pense que l'erreur qu'elle fait, on peut tous la faire. Moi, le premier. Dans certaines conditions, on peut oublier. Voilà. Mais ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pleure, et donc c'est de l'affect, du pur affect qui revient. Et la psy n'en fait rien. Elle ne sait pas quoi en faire. Pour la psy, ça ne compte pas, en fait. Et elle continue à la questionner, mais pourquoi? À quoi vous pensez? Quelles images vous avez? Et elle pleure. Voilà. Elle cherche des explications à ses pleurs, parce que c'est ce qu'elle sait faire, la psy. Bon, c'est ce qu'elle a appris. Le problème, c'est que ces affects refoulés font retour d'eux-mêmes et pour eux-mêmes. Il n'y a pas de lien, en tout cas à ce moment-là. Ils n'accompagnent pas des représentations. Elle n'est pas submergée par des représentations qui la font pleurer. Elle est submergée par une émotion, c'est tout.
Ce que je voulais montrer dans cette affaire-là, c'est la position irréaliste de la psy, dans cette occasion-là, puisque bon, mon sujet, c'est le réalisme. Ce n'est pas une erreur qu'elle fait, c'est même pas de la froideur, mais c'est une incompréhension complète. Et ce que je veux montrer ce soir, c'est l'irréalisme de la conception qui peut conduire à une telle incompréhension. La seconde situation, c'est, j'appelais ça le souci de Léa, c'est une petite fille. Alors là, j'ai un peu plus rédigé, c'est un peu plus long, parce que c'est un premier rendez-vous, une petite fille qui vient avec ses parents. Léa, c'est une enfant unique et adoptée à l'étranger dans de super bonnes conditions. Les parents, elle était dans une famille d'accueil, elle n'avait que quelques mois, non même pas quelques semaines. Les parents ont séjourné dans la famille d'accueil pendant 1 mois et ils ont remplacé la nourrice dans les soins au fur et à mesure, etc. Bon, tout s'est bien passé. Et lorsqu'ils sont rentrés, on peut dire que Léa les avait adoptés à son tour. Tout allait bien, Léa est joyeuse, sa scolarité est bonne, simplement elle a des soucis relationnels avec les copines et avec sa mère. Les fâcheries banales entre copines l'atteignent profondément. Les autres enfants perçoivent cette faiblesse et de ce fait, Léa est un peu harcelée. Elle vit dans le souci constant de ce qu'il faut faire pour se concilier les autres. Et elle me dit qu'elle n'a pas confiance en elle. D'autre part, Léa et sa mère, toutes les deux décrivent une forte tension entre elles, dont elles sont conscientes. Il y a un amour sincère, mais la mère est tendue avec Léa. Elle s'énerve quand elle fait ses devoirs. Et Léa les fait pourtant vite et bien, c'est une bonne élève. Après, et Léa, elle pleure, dès qu'il y a une remarque, elle pleure. Pas seulement sur le scolaire d'ailleurs. Après, il y a une défiance entre elles. Le père essaie d'arranger les choses quand il rentre. Il essaye de les rassurer et de les rapprocher. Puis quand il n'y arrive pas, il se met à crier et rentre en colère parce qu'il est devant cet échec, quoi. Léa se sent coupable de ces disputes, ce qui complique encore le problème. La mère ne comprend pas. Elle dit qu'elle est démunie. Elle fait des liens avec l'adoption parce que Léa a posé récemment quelques questions sur sa mère biologique, son pays d'origine. Mais bon, ça paraît pas... Bon, la mère ne comprend pas, j'avoue que moi je ne comprends pas non plus. J'entends rien dans l'histoire qui puisse expliquer ces troubles de la relation. Mais je remarque soudain une phrase anonyme de la mère, ou plutôt je remarque que je l'ai déjà entendue, des phrases similaires dans son discours. Et il y a une répétition là qui crée en moi un malaise encore flou. Alors la phrase de la mère, c'est ça. Je voudrais ajouter quelque chose, mais avant, je dois dire que j'adore cette petite. Elle le sait bien, tu le sais, Léa, que je t'adore. J'entends ça, cette phrase convenue, mais très appuyée. Et je vois tout d'un coup l'attitude tendue de Léa, le malaise dans son regard. Et là, je reconnais ce que je ressens, un sentiment très douloureux. Ce que je veux dire, avec cette histoire-là, c'est que je sais ce qui se serait passé si j'avais alors essayé d'expliquer ma sensation, de me l'expliquer, de lui attribuer une cause. Par exemple, la mère fait du mal à Léa, d'où la douleur. Et si je m'en étais servi pour interpréter cette phrase, et ensuite la tension mère-fille, j'aurais pu penser que cette phrase de la mère fût une dénégation, que celle-ci était destinée à cacher une hostilité refoulée. J'aurais pu penser quelque chose qu'on entend souvent, la mère ne supporte pas l'adoption, elle la reproche à sa fille. Théorisant, j'aurais pu parler d'un affect agressif lié à une représentation refoulée. Vous voyez qu'on est toujours dans l'histoire affect-représentation. Bref, j'aurais pu faire le psychologue et construire un magnifique roman, vraisemblable parce que conforme à nos théories, mais totalement irréaliste. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. Se trouve que c'est pas ce que j'ai fait, peut-être par chance. J'ai pas cherché, j'ai pas pensé tout ça, j'ai pas cherché à interpréter la sensation. Je me suis contenté de la reconnaître, la sensation, de la nommer pour moi-même, douleur, affect. Plus tard, je reviendrai sur cette histoire de nommer l'affect. C'est une chose dont Sami Ali parle pas mal. Et puis, puisque la sensation était liée à cette phrase, j'ai simplement demandé à la mère de répéter cette phrase. Et voilà la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Il y a le regard de Léa, désir et crainte dans son regard. L'inquiétude du père, moi avec ma sensation douloureuse, et la mère qui me regarde et qui me demande pourquoi, plusieurs fois.
Nous sommes tous attentifs, nous savons qu'il se passe quelque chose d'important. Je réponds que j'ai remarqué qu'elle répète souvent ce genre de phrase, alors que ce n'est pas nécessaire, que c'est évident qu'elle aime sa fille et que sa fille l'aime. La mère est très émue, et elle explique alors qu'elle manque terriblement de confiance en elle, que sa propre mère l'a toujours rejetée, qu'elle ne s'est jamais sentie reconnue, et que ce sentiment s'est accentué depuis l'arrivée de Léa, et qu'elle a peur. Elle vit dans un sentiment d'autodépréciation, et elle craint qu'il en soit de même pour Léa. Dès ses premiers mots, Léa explose en sanglots. Alors, c'est incroyable, hein, comme si elle avait attendu le signal du départ depuis je ne sais combien de temps. Et elle pleure doucement pendant que sa mère, dans un état second, un peu onirique, raconte toute cette histoire, faisant apparaître le lien entre le rejet qu'elle a vécu avec sa mère, le doute conséquent sur sa relation à sa fille et le manque de confiance en soi de Léa. Et là, on a un moment de créativité comme ça, spontané. Les trois se regardent avec émotion, ils comprennent et ils se comprennent, ils retrouvent leur relation, en fait. Bon, ce que je veux dire de ça, c'est que ce coup de théâtre a épargné à cet enfant une psychothérapie inutile qui aurait tourné en vain autour du pot. Et la question que je voudrais poser, c'est pourquoi j'ai agi ainsi, sans trop réfléchir. Ma réponse est parce que, en ne cherchant pas à expliquer mon affect et à interpréter la phrase de la mère, je me suis montré plutôt réaliste. L'autre question ensuite, c'est « mais qu'est-ce que c'est qui m'a guidé dans cette voie ?» À cette question-là, ma réponse est la référence aux conceptions réalistes de la relation et de l'affect de Samy Ali. Et c'est ça que je voudrais développer ce soir. Bon, comme on va parler de réalisme, j'enchaîne de suite sur le deuxième chapitre, justement sur Samy Ali, Wittgenstein et le réalisme. On va faire les deux premiers chapitres, on va faire un petit peu de philosophie, et si vous avez des questions... Bon, en général, on me dit que je parle de la philosophie d'une manière simple. J'espère que ça va marcher ce soir aussi. Alors, en psychothérapie, ma pratique, vous l'avez compris, se fonde sur l'enseignement de Samy Ali depuis 25 ans. Hein. Ce qui m'a attiré d'emblée, dès que je l'ai entendu, plus que la psychosomatique, c'est le pragmatisme et le réalisme de sa conception. D'autre part, en philosophie, mon travail porte sur le réalisme dans les pratiques de sciences humaines et repose sur une certaine manière de lire et de comprendre Wittgenstein, qui est un philosophe réaliste et pragmatique, que j'ai rencontré il y a 30 ans au détour d'un bouquin. Ce double lien n'est pas personnel, il n'est pas accidentel. Il reflète une convergence à laquelle Samy Ali lui-même fait référence. Donc, je cite l'introduction de Pensée de l'unité. C'est un moment où il décrit l'embarras qui est le nôtre lorsque nous voulons parler de la réalité humaine, de la différence et des liens entre l'âme et le corps. Bon, c'est une chose dont Wittgenstein parle énormément. Hein. Il a fait deux tomes sur la psychologie, sur la philosophie de la psychologie et sur le problème, cette difficulté à parler de sa conscience, de ces choses-là. Et donc, il est très proche de ce que dit Wittgenstein à propos des usages du langage psychologique. Alors voilà ce qu'il écrit, Samy Ali. Ben, vous l'avez dans le handout. La perspective dans laquelle nous nous plaçons ici reste proche de celle de Wittgenstein, qui ne nous a pas vraiment inspiré, moi j'ai fait une version raccourcie, hein, mais nous a confirmé sur deux points. L'évidence de ce que nous avons sous les yeux mais que nous ne voyons pas, et la nécessité de lutter avec la langue et contre la langue. Là-dessus, je dirais que Samy Ali décrit avec justesse sa proximité avec Wittgenstein, puisque c'est un philosophe qui ne propose ni des théories que l'on pourrait appliquer, ni même des concepts ad hoc qu'on pourrait réutiliser dans certaines situations, dans certains cas. Hein? Sa philosophie, celle des recherches, alors celle de ce qu'on appelle sa seconde philosophie, celle qui se trouve dans les recherches philosophiques et les remarques sur la philosophie de la psychologie, est avant tout une pratique, dans le sens où elle demande une attention particulière à nos manières d'employer le langage, d'utiliser les concepts. La convergence entre les deux auteurs est donc pratique et réaliste. Et ce soir, l'intention que j'ai, c'est de m'aider du réalisme du philosophe pour comprendre l'attitude pratique réaliste de Samy Ali. Ok? Vous me suivez? Pas de questions, ça va?
Bon. Alors. Ah oui, c'est derrière. Alors, on en vient au chapitre 3 qui est vraiment peut-être un peu plus philosophique, théorique. C'est le seul, hein, je vous avertis. Bon, on va parler de réalisme philosophique. Les philosophes sont des gens déroutants, qui utilisent souvent les mots de manière étonnante et quelquefois même contraire à l'usage courant. Ainsi, pour réalisme, dans le langage courant, être réaliste, c'est voir les choses telles que nous les percevons, telles que notre expérience nous les montre. Pour un philosophe, ça se rapprocherait plutôt de l'empirisme, entre parenthèses. Si vous avez quelques souvenirs de vos études de philo, vous savez que ce réalisme ordinaire ne se rapproche pas du tout du réalisme philosophique. Car le philosophe réaliste, à l'inverse du sens commun, c'est celui qui se méfie de ses perceptions, justement. Il pense que ses perceptions le trahissent. Et cette conception de la réalité est évidemment fondée sur le fait que le temps et l'usage finissent souvent par montrer que les croyances du sens commun sont fausses. Les couleurs ne sont pas des propriétés étalées sur les objets, la lune n'est pas plus grosse quand elle est basse sur l'horizon, vous vous rappelez, Descartes a parlé de ça, etc. Bon, le philosophe réaliste généralise abusivement à partir de ces résultats. Pour lui, la généralisation, c'est que pour lui, il faut conclure que les choses ne sont jamais telles qu'elles nous apparaissent vraiment. Et tous ces efforts vont donc consister à essayer de trouver le moyen de révéler leur véritable nature, cachée. Évidemment, il n'y parvient jamais. Il ne peut pas y parvenir puisqu'il a dit au préalable que cette nature était cachée. Inatteignable, il a justifié par avance son échec. Lorsqu'on regarde cet échec annoncé, on est tenté de dire, alors là, en suivant le sens commun, en se montrant réaliste du point de vue du sens commun, que le philosophe réaliste est en fait totalement irréaliste. Lorsqu'on regarde de près les théories psychologiques, on s'aperçoit que nombre d'entre elles sont irréalistes de cette manière, et qu'à l'inverse, celui qui fait la critique de ce prétendu réalisme se montre évidemment beaucoup plus réaliste. Alors, je vais prendre un exemple qui est la gageure psychanalytique. La gageure psychanalytique, c'est que vous allez dire, c'est un coup de génie, hein, c'est le coup de génie de Freud. Vous allez dire qu'il y a au fond de nous, au fond de notre être, de notre esprit, de notre âme, Plus tard, quand vous l'aurez élaboré, vous direz que c'est au fond de notre appareil psychique, mais au moment où Freud commence à le dire, il ne le dit pas comme ça. Il y a quelque chose de totalement caché, quelque chose d'inatteignable. Donc, on est vraiment dans cette conception-là du réalisme philosophique. Il y a quelque chose d'inatteignable, c'est inconscient. Par définition, puisque c'est inconscient, vous ne pouvez pas en avoir une image consciente. Et puis après, vous dites, ah, mais par mes observations, par mon travail, j'ai réussi à mettre au point, peut-être, une méthode qui permet de retrouver ces choses inatteignables. Donc, on est vraiment dans le cas d'une gageure, c'est-à-dire que vous allez prétendre que vous êtes capable de faire revenir à la conscience ce qui est enfoui dans l'inconscient, d'atteindre ce qui est inatteignable, de voir ce qui est invisible. Et vous allez expliquer, alors bien sûr il y a une explication, il y a je ne veux pas remettre en cause la théorie. On est vraiment dans le cas d'une gageure très forte. Évidemment, si vous y arrivez, ben vous avez réussi là où tout le monde a échoué jusqu'à présent, là où tous les philosophes réalistes ont échoué jusqu'à présent, ben vous avez réussi à voir l'aspect inatteignable des choses. Tout ça pour dire que la psychanalyse, je le prends juste comme exemple, mais c'est un exemple qui nous concerne, la psychanalyse est une forme de réalisme philosophique. Et vous voyez qu'en disant ça, en disant ce concept d'inconscient est au cœur d'une gageure, je viens de commencer une critique quand même. Ça ne veut pas dire que je vais le rejeter, le concept, pas forcément. Peut-être pas tout le temps. Mais avec cette attitude critique,
je vais certainement m'interroger chaque fois que j'aurai envie de l'employer. Et donc, je ne l'utiliserai peut-être pas dans tous les cas. En faisant cela, j'adopte une attitude pratique réaliste. Plus réaliste que celle qui consiste à croire que j'ai l'ouvre-boîte universel qui va me permettre à tous les coups d'aller fouiller dans l'inconscient. J'adopte une attitude pratique réaliste vis-à-vis de ce concept, là où la position théorique préalable qui caractérise la psychanalyse consiste à dire que l'inconscient est toujours impliqué. Ceci nous fait entrevoir comment il est possible de se montrer réaliste dans des pratiques de sciences humaines, notamment en psychothérapie. La forme de réalisme à laquelle je me rattache et dont je veux parler ce soir ne cherche pas à montrer la véritable réalité cachée des choses, mais à promouvoir une attitude critique, une attitude d'esprit réaliste. C'est le terme employé par Cora Diamond, une des philosophes américaines qui défend ce type de réalisme. Dans cette conception, le terme réaliste désigne celui qui se contente de décrire du mieux possible les phénomènes et n'essaie pas d'imaginer et d'écrire ce qui se trouverait derrière. Par exemple, il va accepter de décrire un acte raison inconsciente, mais il va éviter à s'engager dans la construction d'une structure cachée appelée inconscient. L'esprit réaliste sait que le langage peut nous tromper. Par exemple, il sait que le langage peut nous laisser croire à l'existence réelle de la distinction âme-corps. Pour prendre un exemple qui nous concerne évidemment beaucoup. Voilà. Parce que quand on parle, on a l'impression vraiment que l'âme et le corps, ce sont deux choses vraiment différentes totalement et que cette distinction existe vraiment. Et on oublie que c'est notre langage qui la propose. Par-dessus tout, dernier trait, l'esprit réaliste lutte contre ces exigences préalables. Par exemple, un acte a toujours une raison inconsciente. On a eu des psychologues, des psychanalystes qui soutenaient ça. Tous les actes ont des raisons inconscientes. Toutes les maladies ont une cause inconsciente. Ce sont des choses qu'on a entendues. Tout ça, ce sont des exigences préalables. L'esprit réaliste va se méfier de ces exigences préalables. Il va essayer de les éviter. Ce réaliste de l'attitude pratique se méfie donc évidemment de notre désir de théorie et d'explication complète, une chose dont Samuel y a beaucoup parlé et dont je parlerai aussi un peu plus tard. C'était un peu ardu, vous avez des questions? Ou bien vous vous rappelez bien de vos cours de philo? Non, revenir peut-être sur l'histoire de la gageure auquel tu faisais allusion, en considérant le mot est simplement inconscient, c'est-à-dire au fond comment ce qui peut être inconscient peut être conscient puisque c'est définitivement inconscient, c'est ça? Oui, alors après Freud dit que ça n'est pas définitivement. Oui. Voilà. Non, parce que parce que non, ce que je veux dire par là, il faut qu'on parle vers vous. Oui. Je voulais préciser quelque chose par rapport à Freud, c'est-à-dire que oui, la connaissance de l'inconscient pour Freud, c'est la connaissance du refoulé. Ça veut dire que c'est pas si inconscient, c'est refoulé, c'est défendu. C'est-à-dire c'est pas fort clos en quelque sorte. Alors, il va effectivement se défendre de ça, Freud, puisqu'en 1923, il va conceptualiser un inconscient originaire. Voilà. Alors là, il y met effectivement tout le fatras des instincts, des pulsions primaires, quasi animales, en quelque sorte, ou propres à l'espèce. Voilà. Mais je voulais savoir si toi, tu avançais la notion de gageure par rapport à cette idée que si c'est inconscient, donc définitivement jamais su. Non, définitivement jamais su, non, puisqu'on sait bien que le refoulé, après, il va y avoir le retour du refoulé, justement, et donc des signes interprétés qui vont nous permettre d'accéder. C'est là où c'est ce qui fait fonctionner la gageure, justement. C'est ça que tu veux dire, d'accord. C'est ça que je veux dire. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on a ce schéma général de base, de l'idée de quelque chose de caché
d'inatteignable que moi, philosophe, ou moi, psychologue, je vais trouver le moyen d'y accéder. Voilà. D'accord. Hein? D'accord. Après, tous les philosophes réalistes qui ont prétendu ça ont tous échoué et reconnu leur échec. D'ailleurs, il avait annoncé à l'avance, comme je le disais. Freud est un des rares à soutenir d'y arriver et à apporter, en tout cas, sinon des preuves formelles, au moins une théorie, même pour les plus gros contradicteurs, au moins dans certains cas, vérifiée, même pour ses plus forts détracteurs, qui montre qu'il a, en tout cas, au moins partiellement réussi. Donc c'est une gageure réalisée. C'est une gageure quand même. Il fait un exploit. C'est ça un exploit de philosophe réaliste. C'est un champion, d'un certain côté, on pourrait dire. Voilà. Hein, c'est un champion. Ouais. Après, je voulais peut-être un peu distinguer, tu dis ce qui est caché dans la nature cachée des choses. Est-ce qu'on peut comparer ce cachet-là des choses au cachet du refoulé? Parce que ça, c'est pas les choses, c'est à l'intérieur de l'être humain. Oui, non, mais quand je parlais de choses, je parlais aussi de sentiments. En philosophie, quand on parle de choses... Donc ça, tu les englobes Oui, oui. Tout ce qui peut être pensé ou dit. Une chose que l'on peut... Une chose. Hein, voilà. D'accord. J'en suis où? Oui. Je continue? Oui, tu as donné l'attitude réaliste de Samiali. Alors maintenant, une fois qu'on a parlé un peu généralement du réalisme, je voudrais en venir à l'attitude réaliste de Samiali. Alors vous avez compris, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est pas facile de se montrer réaliste lorsqu'on veut parler des humains, de leur subjectivité, de leur conscience, de leurs émotions. De nombreuses remarques de Wittgenstein, le philosophe donc, montrent que celui qui tente de le faire se trouve dans une position très particulière, qui est simplement à l'intérieur de ces choses dont il voudrait parler. Et que de plus, le langage psychologique est trompeur, on y a déjà fait allusion tout à l'heure, parce qu'il nous laisse croire, au contraire, que nous pouvons prendre ces choses-là comme n'importe quel objet, les placer devant nous et les examiner. Hein, on parle de la conscience d'autrui, ou même de notre propre conscience, comme si on pouvait se la mettre là et en faire la description. Hein. Ce qui est quand même un gros problème. Ce qui, à mon avis, aussi explique le doute permanent, y compris dans le sens commun, à propos des théories psychologiques. Je pense que les gens ont bien raison de se méfier de gens qui prétendent faire ce genre de tour de passe-passe avec autant de facilité. Donc, théorie psychologique, justement, et je dirais, c'est peut-être pour ça aussi, que l'idée même de construire une théorie paraît un peu irréaliste. Ce que Samiali sait très bien, lui qui a longtemps attendu avant d'oser son premier gros mot, celui de théorie relationnelle. Je dis ça avec beaucoup de gentillesse. Auparavant, tous ces mots étaient de tout petits mots, de ceux qui permettent simplement de faire de très fines et très précises descriptions. Mais pour revenir rapidement sur ce gros mot, sa théorie relationnelle, ce n'est pas une psychologie, ce n'est pas une théorie d'un fonctionnement humain. C'est plutôt un outil de description et de compréhension d'une pratique humaine partagée qui est la relation. C'est ça sa théorie de la relation. Il ne fait pas la théorie complète d'un fonctionnement. Il nous propose un outil d'analyse de la relation. Et ce n'est pas une explication complète, mais une théorie ouverte qui permet d'observer et d'écrire toutes les situations relationnelles qui peuvent survenir, et on n'en connaît pas le nombre, on ne les a pas toutes envisagées, mais qui ne tente pas de les déterminer, d'en clore le schéma général et de les expliquer par avance de manière causale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exigence par rapport à ça dans sa théorie. Pas d'exigence préalable par rapport à ce qu'il faut expliquer et jusqu'où. Cette attitude réaliste de Samiali s'est construite dans une double critique. Une critique des tendances englobantes et exclusives du discours médico-biologique et aussi des tendances englobantes et exclusives du discours psychanalytique. La première a une tendance à expliquer tout par le soma,
je ne parle pas des détails, des gens qui vont à l'encontre de ça, hein, on est bien d'accord, je parle de manière historique. La première a tendance à expliquer tout par le soma, l'autre a expliqué tout par la psyché. C'est logique, tout au moins au début, que la théorie ait pris le nom de théorie psychosomatique chez Samiali. Terme qu'il n'utilise plus maintenant, il parle de théorie relationnelle. Je ferai bien une petite remarque à ce sujet. Moi, je suis psychologue, j'ai été formé à la psychanalyse. Si je veux avoir une attitude réaliste, c'est surtout l'attitude critique de Samiali par rapport à la psychanalyse que je dois prendre en compte. Et c'est de ça que je parlerai surtout ce soir. C'est évident que pour les médecins ou des gens comme ça, je dirais, des gens qui s'occupent du corps, eux, ils vont avoir surtout besoin, pour trouver une attitude réaliste, de tenir compte de la critique de Samiali vis-à-vis des aspects corporels, hein, vis-à-vis du discours biologico-médical, disons. Ces deux critiques de Samiali en sous-tendent une autre, celle du dualisme âme-corps, qui est propre à la pensée occidentale, il a souvent parlé de ça, développé notamment dans la philosophie, et décliné dans toutes nos théories. Vous le savez, dans nos théories, c'est toujours comme ça. Psyché versus soma, représentation versus affect, intérieur versus extérieur en philosophie, etc. C'est une manière de parler dont nous ne pouvons pas nous passer. Notre langage fonctionne comme ça. On ne peut pas faire autrement que d'employer ces mots. C'est une image de notre position dans le monde. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas cette position. Mais nous devons en tenir compte en la critiquant. Et c'est ça qu'il fait Samiali. En quelques mots, pour passer vite là-dessus et pour rentrer après dans les détails, je voudrais poser cette question, répondre à cette question. Quel est l'important dans cette critique de Samiali? Et il me semble que c'est ceci. Ah, c'est là. Je n'ai pas l'habitude de ces pages recto-verso. Si vous séparez artificiellement en deux éléments, l'âme et le corps, un phénomène que vous voulez comprendre, qui est le fonctionnement humain, vous vous compliquez la tâche. Vous créez un problème. Et alors que vous regardez le phénomène que vous croyez décrire, le fonctionnement humain, vous ne voyez et décrivez que le problème que vous avez créé. Je dirais que vous êtes plutôt irréaliste, au sens que nous avons donné préalablement à ce mot. Très irréaliste même. À partir de cette critique, Samiali fait quelques remarques logiques. Il va être beaucoup question de logique ce soir quand même. Hein. Il n'y a pas de philosophie sans logique. Donc à partir de cette critique, Samiali fait quelques remarques logiques que vous pouvez comprendre en vous aidant de celles de Wittgenstein. Vous savez, Wittgenstein n'a pas fait de livre, il n'a fait que des recueils de remarques. Alors, les remarques de Samiali, d'abord des remarques fondées sur la critique de l'exigence préalable que nous venons de décrire, l'exigence préalable de la distinction âme-corps, avec sa variante, la distinction intérieur-extérieur. Si je considère... Alors, voilà la remarque, je vais la dire en mon nom propre. Si je considère cette distinction comme une source de confusion issue de nos langages, de nos façons de parler, je dois aussi être critique avec ce qui l'entretient et me défier donc, par exemple, de l'opposition pulsion-représentation. Ou encore de cette affirmation que Samiali a beaucoup critiquée, que l'affect corporel a un destin divers de la représentation psychique. On reviendra là-dessus plus tard, je fais un chapitre là-dessus. Et cette critique doit entraîner aussi celle de la notion d'appareil psychique, qui est le modèle de ce qui se passe spécifiquement à l'intérieur de l'esprit, et qui ne tient pas compte du corps, ou quasiment pas, et conduire ainsi à l'idée que nous avons plutôt besoin d'un concept permettant ce qui se passe lorsque se construisent simultanément le corps, l'espace, le temps et la subjectivité, c'est-à-dire le concept de relation. C'est à ça qu'il aboutit. Quand je dis se construit simultanément le corps, l'espace, le temps et la subjectivité, je parle de manière génétique, la construction, tout ça dans l'enfant en construction, mais je parle aussi pour nous, à tout moment de notre vie, quand nous échangeons, quand nous sommes avec les autres, quand nous sommes dehors, dans notre environnement, quand nous construisons la relation que nous avons avec les autres, quand nous
partir de nos sentiments, construisons l'état dans lequel nous sommes, etc. etc. On est tout le temps dans cette construction permanente de ces choses-là. On est tout le temps dans la relation. Ça, c'est les questions liées à cette remarque préalable de la distinction âme-corps. Ensuite, il y a aussi des questions liées à une autre exigence préalable. Ça, c'est très important. C'est un peu philosophique, mais c'est très important. Sami Ali y insiste beaucoup aussi. Celle de l'exigence de l'universalité des descriptions et des explications. Ça, vous savez, c'est notre tendance à nous rassurer avec des « il faut que ceci est toujours A est toujours B ». Si A est toujours B, alors B ne peut pas être... il ne peut y avoir que ceci et cela. Voilà. Alors, par exemple, les questions que pose Sami Ali de ce type-là, c'est pourquoi n'y aurait-il qu'un seul type de conflit? Ce qui le conduit à élaborer la notion d'impasse. Pourquoi le rêve serait-il toujours l'expression d'un désir? Certains rêves montrent ça, mais pourquoi prétendre qu'il en est toujours ainsi? Pourquoi ne pas laisser au moins la question ouverte? On peut dire, dans tous les rêves que nous avons analysés, il y avait toujours un désir. Mais pourquoi ne pas laisser la question ouverte? Autre question du même type, pourquoi le refoulement serait-il toujours réussi? Je vais maintenant montrer donc le réalisme de cette critique de Sami Ali en rentrant dans le détail et en analysant plus précisément trois notions, appareil psychique, refoulement et affect. Alors vous voyez, on est dans des trucs théoriques, mais en même temps dans des trucs assez pratique. Des questions? Oui, c'est pourquoi plutôt le refoulement échoue, non? Pardon? Pourquoi plutôt le refoulement échoue? Je me suis trompé. J'aurais mis ça. Non, peut-être pas. Tu vas peut-être voulu dire ça. Mais pourquoi le refoulement échouerait-il toujours? C'est ça, oui. Ouais. Parce que c'est justement, parce que j'avais fait plus long, j'ai abrégé le texte. Oui, et donc, voilà, ce que j'avais écrit, c'est pourquoi le refoulement échouerait-il toujours, ce qui conduit Sami Ali au concept de refoulement réussi. Excusez-moi. Et à force de réduire pour rentrer dans le... On peut le dire aussi, hein, mais bon. Voilà, et à force de réduire, finalement, quand on coupe des choses avec l'ordinateur, c'est pas comme avant, et après on se rend pas compte des fois que ça fait des couacs. Voilà, oui, bien sûr, tu as bien... Il y a d'autres questions? Oui, je suis... Ça vous évoque beaucoup l'attitude phénoménologique? Oui. Oui, alors là, on rentre dans quelque chose de vraiment philosophique. Alors, Wittgenstein, c'est l'opposé complet. Et en même temps, ça se recoupe. Ça se recoupe parce qu'il y a des moments où ça se rejoint, premièrement. Ça se recoupe aussi parce qu'à la base, vous y connaissez en philo si vous me posez cette question. Je ne suis pas philosophe, mais je m'y suis intéressée. Bon, à la base, le départ de la phénoménologie et le départ de la philosophie de Wittgenstein et de ses poursuivants, disons, c'est répondre à des questions qui sont laissées en suspens par Kant, en gros. Donc ils reprennent la même problématique. En gros, le point de départ, c'est Kant a fait un travail formidable, mais ça ne marche pas. Donc vous avez des philosophes moins connus qui, à la fin du 19e, travaillent ces questions-là. Un est considéré un peu comme le vague précurseur de la phénoménologie. L'autre, un peu plus connu, c'est Frege, considéré un peu comme le précurseur de la philosophie du langage. Et puis vous avez à ce moment-là l'éclosion de ces deux courants qui sont liés par leurs questions de départ. Ils partent vraiment des mêmes choses. Et quand vous lisez les premiers écrits de Wittgenstein et les premiers écrits de Husserl, les tout premiers écrits de Husserl, c'est vraiment... il y a des correspondances. Vous voyez qu'ils parlent de la même chose tout le temps. Et ils se creusent la tête et ils cherchent des choses... voilà. Mais après, ça diverge complètement puisque Wittgenstein
Wittgenstein, ce qu'il va dire, c'est le cachet, on arrête d'y croire, l'aboutissement c'est ça, tout est sous nos yeux dans le langage, les choses sont, ce qu'on croit caché, ce sont des évidences qu'on a sous nos yeux. Après, s'il y a un autre cachet indicible, ben on pourra jamais le dire, donc c'est pas la peine de se creuser la tête, tandis que la phénoménologie, elle, va essayer de creuser, mettre au point des méthodes pour arriver de plus en plus finement, de plus en plus précisément, à arriver à voir ce cachet de la manière révélée, comme une révélation. La phénoménologie va aller dans le sens de la révélation, alors que la philosophie du langage va aller dans le sens de l'évidence. Voilà. C'est complètement opposé. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, si ça éclaircit un peu, voilà. Hein? Oui, il y a un différentiel entre je dirais ce que tu appelles j'ai perdu mon idée, mais effectivement, il y a une phénoménologie et philosophie du langage. Oui, je sais pas, j'ai perdu mon idée. Bon, pas grave. En t'écoutant, j'ai eu. Mais bon, ça rejoint ce que on y reviendra. Ce que tu dis. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence à essayer de retrouver. Il y a une différence entre le discriminatif et l'évident. Alors c'est vrai que c'est pas la même chose. Disons que la phénoménologie, c'est dans le discriminatif. Peut-être Wittgenstein, c'est dans l'évidence. Voilà. Bon, moi, je vous tire. Ça complète un peu. Je vous tire Samiali du côté de l'évidence là ce soir. Hein, du côté de la compréhension de l'évident qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas. Hein, je le tire dans ce sens-là. C'est ma lecture. Hein. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec tout. Lui, il ne sera pas d'accord avec tout ça. Voilà. Hein, on est voilà. Hein, d'accord. Bon, je continue. Oui. Alors, comment la distinction préalable, j'en suis au chapitre 5, comment la distinction préalable âme-corps conduit le concept de refoulement dans une impasse? Alors là, on rentre vraiment dans la psychanalyse. Hein. Dans la théorie psychanalytique, le refoulement est la notion centrale qui permet d'articuler la description phénoménologique, les rêves, les symptômes. Alors là, attention, quand je dis phénoménologique, là, je ne parle pas de la philosophie, de la phénoménologie comme type de philosophie. Hein. Je parle du simple travail de description des phénomènes, c'est-à-dire c'est une méthode. Hein, voilà. Donc, le refoulement est la notion centrale qui permet d'articuler la description phénoménologique, les rêves et les symptômes, avec les concepts essentiels, les instances et la pulsion. Notion intermédiaire, le refoulement a d'ailleurs une place un peu bancale dans la métapsychologie. Si vous lisez bien ça, vous allez voir, c'est un peu bizarre, où son étude recoupe souvent celle de l'inconscient et de la pulsion. En même temps, c'est évident, ça ne peut pas être autrement. En effet, alors, parce que le terme de refoulement ne désigne pas, comme les autres concepts étudiés dans l'ouvrage, une chose cachée mais essentielle, force invisible ou lieu inaccessible, dont la psychanalyse montrerait la nécessaire existence. C'est ça, la métapsychologie, c'est l'inconscient est nécessaire. La pulsion, on ne la voit pas, mais on est obligé de penser que la pulsion existe, sinon plus rien ne s'explique. Le refoulement, c'est pas ça, pas du tout. Le refoulement est une simple possibilité de mouvement des représentations, déplacement ou transformation, hein, qui peut tout à fait se voir et s'entendre, du moins dans son deuxième temps, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Daniel. Le retour du refoulé. Si ce n'était pas comme ça, s'il n'y avait pas de retour du refoulé, ben, il n'y aurait pas de psychanalyse possible, on ne serait pas là ce soir. La notion de refoulement est donc à la fois descriptive et interprétative. Le refoulement est un mécanisme, certes partiellement dissimulé, mais phénoménal, et qui manifeste l'essentiel qui lui est vraiment inatteignable, la pulsion, l'inconscient. C'est l'ascenseur en quelque sorte, hein, le refoulement. On voit les gens qui montent et qui descendent, on ne voit pas ce qu'il y a en bas, mais on voit le... Nous connaissons bien cette histoire, la psychanalyse démarre ainsi par l'observation, chez des patients hystériques, du retour de ce qui était refoulé et donc inconscient. À l'époque de cette découverte, inconscient est encore un adjectif d'ailleurs. Hein.
Le concept d'inconscient, l'inconscient, n'est pas encore inventé, ce qui signifie que, tout comme Freud, vous n'avez pas besoin du concept d'inconscient pour observer le retour du refoulé. Je vais maintenant décrire rapidement le refoulement. C'est un mécanisme à 3 temps, le refoulement, on le connaît tous, mais je vais le décrire rapidement pour attirer votre attention sur le vocabulaire employé. Donc le premier temps, une représentation inacceptable pour la conscience ou le moi. Bon, vous choisissez votre topique, vous pouvez dire plus simplement que cette représentation... Vous pouvez dire aussi plus simplement que cette représentation est moralement ou religieusement ou culturellement inacceptable. Pour ce qu'on va examiner, c'est ni faux ni gênant. Donc une représentation inacceptable est oubliée d'une manière un peu particulière que Freud décrit ainsi, repoussée dans l'inconscient. Toute la psychanalyse est en germe dans ce départ qui transforme oublié, qui est une notion bien peu dynamique, hein, une simple absence d'esprit, une inattention, en repoussé, c'est-à-dire repousser un acte de la volonté bien qu'inconscient, un acte dynamique témoignant d'un conflit, mais inconscient. Le deuxième temps, qu'on tend à oublier comme un statu quo sans intérêt, et c'est une erreur, je pense, on ne comprend pas la psychanalyse si on fait l'impasse là-dessus. Cette opération effectuée, le refoulement se maintient pendant une durée variable. Et ce maintien n'est pas un état stable, mais le résultat d'un équilibre dynamique entre la poussée pulsionnelle et les forces du moi. La représentation refoulée tend à revenir à la conscience et le moi s'efforce de lui en interdire l'accès. C'est-à-dire qu'on est dans le conflit permanent. Il n'y a pas de repos. Troisième temps, en raison de la force pulsionnelle, mais aussi d'une situation nouvelle qui survient, un événement, l'évolution de la société, la représentation refoulée se représente à la conscience, s'impose dans les rêves, se heurte au moi, et aussi au surmoi, aux impératifs moraux, aux convictions religieuses, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle suscite des mécanismes de défense ou se transforme pour s'imposer, masquée, dans des formations de compromis qui peuvent être assez plaisantes, comme des lapsus, ou franchement pathologiques, comme des symptômes. Je vais vite sur tout ça. Ce que je veux vous montrer, c'est le vocabulaire militaire qui est employé. Inacceptable, repousser, s'imposer, se heurter, défense, pousser, force, équilibre, compromis. C'est la guerre de 14. Hein. Ça montre bien qu'on ne peut pas parler de refoulement sans parler de conflit. Dès les débuts, conflit et refoulement sont liés dans un fonctionnement que Freud invente et qui paraît tout à fait révolutionnaire à l'époque, une conception dynamique de l'âme. Révolutionnaire, mais dans l'air du temps. Hein. Daniel faisait allusion tout à l'heure justement à l'influence de la thermodynamique, les théories de l'époque sur Freud, c'est quand même voilà, dans l'air du temps. Car le terme fonctionnement psychique, c'est là-dessus que je voudrais insister sur cette question, le terme fonctionnement psychique ne signifie pas que quelque chose fonctionne bien ou mal à l'intérieur d'une entité psychique. C'est souvent l'idée qu'on en a. On s'imagine une entité et en elle, il y a une espèce de fonctionnement. C'est pas ça du tout. Hein. Ça signifie que le psychisme est un fonctionnement. C'est synonyme. Le psychique est un système d'équilibrage entre des forces opposées. C'est un système. Évidemment, voir le psychique comme un système, voir l'âme comme un système en recherche d'équilibre, et pas comme un état d'âme, ni comme un contenant, ou comme un moteur, ça c'était, voilà, philosophie, là. Descartes voyait ça plutôt comme un moteur. Hein? Le fait de voir ça comme un système en recherche d'équilibre, ça implique sa connexion à un autre système, qui va être le corps. Et évidemment, ceci rend nécessaire une analyse des liens et de la hiérarchie entre ces systèmes. Hein? Je ne sais pas si vous avez des fois vu quand vous allumez votre ordinateur et qu'il y a un problème, vous êtes dans des pages qu'on ne voit pas dans un allumage normal, et vous avez toute la hiérarchie du fonctionnement de l'ordinateur, et vous avez des masters et des slaves. Hein? Voilà. C'est pareil, on est là-dedans. Dès que vous avez plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble, il faut une hiérarchie. Alors, que se passe-t-il dans un des systèmes, par exemple, lorsque l'autre dysfonctionne, selon cette hiérarchie?
Inventer la notion d'appareil psychique, c'est créer simultanément un problème psychosomatique que l'on peut décliner dans une infinité de questions assez embarrassantes. Quel est le sort des sensations émotionnelles liées à une représentation lorsque celle-ci subit les déplacements et les transformations impliquées par le conflit? Comment décrire les correspondances éventuelles entre maintien du refoulement et tension musculaire? C'est une chose, on n'y pense pas trop. On fait de la relaxation d'un côté, on a des gens tendus, on fait des thérapies. Non mais, comment ça se passe entre du refoulement? On va peut-être parler de tension psychique au milieu pour essayer d'expliquer ça. Et puis on se retrouve avec quelqu'un qui a de la tension musculaire. Il a les jambes raides, il a mal au bras tout le temps. Comme moi ce matin, parce que j'étais tendu. J'avais trop travaillé. Autre question du même genre. Un dysfonctionnement somatique peut-il produire des effets dans le fonctionnement psychique? C'est-à-dire sur le refoulement et le retour du refoulé. On parle toujours du psychosomatique dans l'autre sens, on n'en parle jamais dans ce sens-là. Enfin, jamais, pas souvent. Inversement, évidemment, le refoulement d'une représentation peut-il avoir des effets dans le fonctionnement somatique? Alors là, on répond oui, on retrouve le modèle de l'hystérie, on dit que c'est possible, on est content, mais comment? Comment la représentation paralyse-t-elle le bras, vraiment? À toutes ces questions, il s'avère assez difficile de répondre d'une manière satisfaisante. Freud, en fait, il n'y répond pas à ces questions-là. Il n'a plus qu'une seule solution, accepter définitivement les conséquences de son usage des concepts et renoncer à voir les liens entre les deux systèmes. Et donc, sa solution, c'est de postuler ces liens comme nécessaires, mais de les décrire comme invisibles. Et si vous réfléchissez bien, vous reconnaissez là une forme de ce réalisme philosophique dont nous avons précédemment décrit les réalismes. La question qu'on pourrait se poser, et vous allez voir que la réponse, on l'a déjà donnée, c'est toujours la même. Pourquoi est-il si difficile de répondre à ces questions? La réponse, c'est tout simplement parce que nous avons créé la difficulté, parce que nous avons voulu qu'il en soit ainsi. Nous avons voulu penser l'âme et le corps comme deux systèmes séparés, parce que nous avons cru, avec même de bonnes raisons, qu'il serait ainsi plus facile de comprendre leur fonctionnement. Parce que nous avons cru que cela répondrait à nos besoins. Et ensuite, nous nous apercevons que nous avons aussi besoin de comprendre comment ils sont liés, et nous nous plaignons de ne pas y parvenir. Je dirais, au moins, nous ne nous plaignons pas. En mettant logiquement en évidence l'incohérence de cette attitude au regard de nos besoins, Sami Ali reprend à son compte une des principales recommandations de Wittgenstein, celle de faire tourner nos questions autour de l'axe de nos besoins véritables. Faire tourner nos questions, c'est-à-dire formule tes questions en fonction de ce dont tu as besoin. Et ça veut dire aussi, moi dans mon texte, j'ai mis égal, abandonner nos exigences préalables. Si tu formules ta question non pas en fonction de ce dont tu as besoin, mais en fonction de ton exigence préalable, que tu veux qu'il en soit ainsi, ce que tu vas trouver, la réponse que tu vas trouver ne te satisfera jamais. Elle ne répondra jamais à ton besoin. Cette citation, je l'ai mise dans le handout que vous avez, mais je l'ai mise... c'est une autre traduction, en fait. Il y a plusieurs traductions. Je vous ai mis une autre traduction que je trouve meilleure. Bon, ceci me conduit à une première approche d'une solution alternative, celle que propose Sami Ali. Parce qu'en même temps, j'essaie de vous faire une vue un peu d'ensemble des problèmes de la théorie relationnelle, et aussi en même temps comment Sami Ali, petit à petit, pose les problèmes et comment il les résout. Donc, première approche d'une solution alternative. Cette analyse de nos besoins et de notre attitude laisse entrevoir l'analyse qui conduit Sami Ali à la pensée de l'unité et à l'élaboration ultérieure de la théorie relationnelle. En abandonnant cette attitude incohérente de plainte à l'égard d'une situation créée par votre propre usage des concepts, vous remettez en cause la séparation préalable qui finalement ne correspond en rien à vos besoins. La critique de Sami Ali fait donc ressortir le besoin et la possibilité d'une pensée de l'unité. Et on y viendra tout à l'heure.
Mais elle montre d'abord le besoin d'un réexamen de nos manières de concevoir le fonctionnement, c'est-à-dire un réexamen de la notion de refoulement comme une première étape. C'est parce qu'il voit qu'on ne peut pas expliquer les phénomènes humains en ayant à l'esprit cette image de deux systèmes distincts et concurrents, parce qu'il comprend que cette image conduit à une impasse intellectuelle en forme de cercle vicieux, même si ça fonctionne dans certains cas. Le cercle vicieux, c'est la nécessité de penser un impensable que vous avez créé avec votre propre pensée. Donc c'est parce qu'il comprend ça que Sami Ali s'engage dans la révision de la notion de refoulement. Ce sur quoi je voudrais venir maintenant, mais dans 2 minutes, si vous avez des questions, posez. Ça va, j'enchaîne? Allez. Alors, ce chapitre-là, je l'ai appelé la critique logique de la notion de refoulement, parce que la logique y entre pour beaucoup quand même. Je pense que Sami Ali est un grand logicien. Il réfléchit de manière très précise et très logique. Et je pense que c'est un aspect important à avoir en tête pour comprendre ce qu'il écrit. Des fois, il écrit des remarques, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire si on ne voit pas le cheminement logique de sa pensée. Donc, Sami Ali entreprend donc une critique logique de nos manières d'appliquer au phénomène le concept de refoulement et ceux qui lui sont liés. L'échec du refoulement, le retour du refoulé, la représentation, l'affect, peut-être d'autres, je n'ai pas voulu être exhaustif. Dans ces usages, 3 propositions importantes de la psychanalyse attirent son attention. 2 d'entre elles attirent son attention précisément parce que leur logique est fausse ou incomplète. Quant à la 3e, elle est remarquable par le peu de cas qui en est fait. Logiquement, elle devrait être très importante dans la psychanalyse, et en fait, elle ne l'est pas. Et c'est ça que Sami Ali remarque. Mais c'est quand même une remarque logique. Alors, ces 3 propositions, je vais les détailler, puis ensuite, je vais exposer comment Sami Ali y répond. Alors, première proposition, lorsque le refoulement échoue, le contenu refoulé fait retour à la conscience. Cette proposition implique logiquement la possibilité inverse, dont la psychanalyse ne parle quasiment pas, que le refoulement réussisse et que le contenu refoulé le reste. Ceci n'est pas une éventualité théorique. L'analyse logique montre justement que le refoulement réussi est une situation bien réelle, et même qu'il ne peut pas en être autrement. En effet, si le refoulement était toujours raté, il n'y aurait rien à observer. Le permanent retour du refoulé serait une constante qui ne montrerait rien. Et la psychanalyse n'aurait pas été inventée. C'est justement sur un fond de refoulement réussi, de silence, d'inconscience totale, que le retour du refoulé apparaît bruyamment et s'observe. Nier la réalité du refoulement réussi revient à faire de ce concept un non-sens. Vous me suivez? Bon. Deuxième proposition dont on critique la logique. Les affects ne peuvent être refoulés. Lorsqu'un affect est lié à une représentation refoulée, il subit un autre destin. Pourquoi? Devant une assertion de ce type, il est justifié de demander des raisons. Moi, je demande des raisons. Sami Ali demande des raisons. Je me laisse emporter là. Or, si vous regardez bien, cette impossibilité dans les textes de la psychanalyse n'est pas soutenue par la description des mécanismes du refoulement et du retour du refoulé. C'est pas là que vous allez trouver l'explication. C'est pas parce que le refoulement se fait de cette manière ou le retour du refoulé se fait de cette manière que l'affect ne peut pas être refoulé de la même manière. Il est soutenu par un élément logiquement antérieur, la distinction préalable entre les 2 systèmes, l'âme et le corps. Ce qui justifie le dogme du non-refoulement de l'affect, c'est seulement l'impossibilité logique de soumettre l'affect de nature somatique à ce qui se produit dans le système psychique. Impossibilité qui ne vaut bien sûr que tant que vous avez décidé d'admettre la distinction et de vivre avec. La distinction entre les 2 systèmes. Dans le cas où l'on déciderait d'abandonner ce présupposé, ce que fait Sami Ali, cette distinction perd son sens.
La troisième proposition, pour moi, c'est la plus belle, c'est la plus importante d'un certain côté. C'est la plus poétique. C'est en fait, alors, la position de Sami Ali, c'est la plus poétique. La proposition, c'est en fait une définition même du refoulement. Les représentations refoulées sont soustraites à la conscience. Sami Ali, en fait, s'aperçoit que nous ne sommes pas assez attentifs au sens de cette définition. Nous savons le rôle du refoulement dans la théorie et nous savons rechercher ces manifestations. Même on pourrait dire que dans la clinique, nous avons tendance à faire que ça. Hein, moi, j'ai des stagiaires psychologues qui passent leur temps à chercher du refoulé et à l'interpréter. La fac de psycho à Nice est devenue une usine à interpréter. C'est absolument incroyable. Ils interprètent plus vite que leur ombre. Je vous assure, c'est phénoménal. Mais alors, nous ne sommes pas assez au sens. Nous savons le rôle du refoulement, nous savons utiliser, mais nous ne prêtons pas assez attention à tout ce que crée dans nos vies le fait d'oublier, d'abandonner certaines images et émotions. C'est ça qui rappelle Sami Ali. Qu'est-ce que c'est oublier? Qu'est-ce que c'est abandonner des images? Qu'est-ce que c'est perdre des émotions? Dire que quelque chose a été soustrait à la conscience, ça implique logiquement que cette conscience est moins riche. Et on oublie tout le temps cette perte de richesse. Nous avons tendance à perdre de vue que le refoulement et le retour du refoulé déterminent ce que nous pouvons dire ou penser. Pas seulement ce que nous racontons ou pas à notre thérapeute, nos rêves du sommeil comme nos rêves éveillés, et pas seulement ce que nous lui racontons ou pas. Tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous imaginons, tout ce que nous écrivons, tout ce que nous créons, etc. ou pas. Obsédés par l'explication du fonctionnement psychique et par la description du mécanisme, nous perdons de vue que si le refoulement raté ou réussi détermine les fonctionnements pathologiques, il détermine aussi toutes les particularités, donc toute la richesse de nos activités, de nos vies plus ou moins normales, toute cette imagination créatrice qui caractérise notre manière humaine de vivre, d'être en relation avec le monde, avec les autres et avec nous-mêmes. Ce tourbillon de l'organisme, j'aurais tendance à dire, décrit par un autre philosophe wittgensteinien, j'ai soif, il y a des mots que je n'arrive plus à prononcer, Stanley Cavell. Je vous ai mis la citation de Stanley Cavell dans le handout. Je ne l'ai pas mise là parce qu'elle est longue, vous la lirez. Hein. Voilà, mais il y a une relation directe entre cette façon de voir la vie. Et vous verrez que Stanley Cavell, il dit le tourbillon de l'organisme, pas de l'esprit. Hein. Donc, ce qui nous met vraiment dans la relation psychosomatique. Un aspect important de la critique du refoulement à laquelle procède Sami Ali est de nous rappeler que du refoulement, de sa réussite ou de son échec, dépendent certes la pathologie, mais aussi l'imagination, la création, les formes de nos vies. J'ai mis les formes de nos vies parce que forme de vie, c'est un concept de Wittgenstein. Vous voyez comment tout ça comment on se rejoint là dans cette prise en compte de la vie, dans cette manière de prendre en compte la vie. Stanley Cavell, c'est un philosophe américain aussi qui a beaucoup travaillé sur Wittgenstein. C'est un disciple d'un philosophe, un autre philosophe que vous connaissez certainement parce que tous les psys ont lu au moins un livre de philosophie, de cette philosophie-là. C'est Austin. Austin, ce bouquin, comment s'appelait Qu'en dire, c'est faire. Voilà. En général, quand on fait des études de psycho, de linguistique, plus ou moins on tombe sur ce livre-là. Voilà. Ça va? Question? Je continue? C'est bon? La critique de... Alors, chapitre 7, une alternative, l'unité dans la relation. Donc là, on va répondre à ce qui a été mis en évidence dans ces remarques logiques. La critique de la notion de refoulement permet de surmonter la distinction entre les deux systèmes. Pas de la supprimer, puisqu'elle fait partie de notre langage, de notre culture, mais de surmonter les difficultés qu'elle entraîne.
de penser malgré tout, malgré cette difficulté. Vous savez, c'est ce que dit Samy Ali quand il dit qu'il faut se battre avec le langage, c'est ça qu'il s'agit. On se bat avec le langage, on a une distinction qui nous embarrasse, mais on ne peut pas s'en passer de cette distinction. Si demain je dis à mon ami Daniel que je refuse, quand je le vois, de distinguer entre son âme et son corps, il va me dire, mais tu es fou, mon pauvre garçon, ça n'a aucun sens ce que tu me dis, parce qu'il est évident que dans notre culture, si tu veux, je sais bien, tu vas me dire, je sais bien que tu ne peux pas le faire, je sais bien que tu sais que j'ai une conscience, que j'ai une âme, tu vois, voilà. Donc on ne peut pas, mais en même temps on est obligé de se battre, voilà. Et c'est là qu'il se rapproche avec de Wittgenstein et Samy Ali. Oui, ce qui est peut-être très important à préciser, c'est que les modalités de pensée sont liées aux modalités de langage. Et ces modalités de pensée et les modalités de langage sont liées intimement à la culture. Alors, oui, il y a dans la culture des modalités de pensée tout à fait différentes. Ce qui veut dire effectivement que nous, avec notre héritage judéo-chrétien, nous sommes façonnés, nous sommes modelés pour penser le dualisme. Et même si on veut avoir accès à la pensée uniciste ou extrême-orientaliste ou taoïste, etc., on va devoir la comprendre avec cette pensée dualiste. D'où le hiatus également. Tout à fait, bien sûr. Obligatoire. Et universel. Obligatoire. Ben, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un dispositif de traduction. Oui, c'est ça, mais déjà les mots, le langage est déterminé effectivement par la modalité de pensée. Mais la modalité de pensée, où est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher précisément dans cette idée qu'il y a l'unité corps-esprit ou la division corps-esprit. Ouais, ouais. Et ça dépend de quoi? Des géoethnies, en quelque sorte. Oui, oui. Également. Oui, tout à fait. Donc ça va très très loin. Oui, 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 tout à fait. Mais D'ailleurs, les civilisations qui pensent l'unité ne le disent pas. Tout à fait. Au moment où tu dis unité corps-esprit, c'est que déjà tu dis... Ouais. Donc ça n'existe même pas au niveau de cette organisation-là. Oui. C'était... Voilà. Dans mon livre, il y a pour répondre à ta question. Oui, oui, oui. Dans mon livre, il y a un je ne vais pas te dire ça, je vais te dire ça. Ah oui, d'accord. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Il y a un ou deux passages où je parle de ces aspects ethnologiques, justement, parce que c'est la même chose. Oui, oui. Et comment les ethnologues ont fait pour affronter ces problèmes-là, c'est très intéressant. Ils ont été beaucoup plus réalistes que les psychologues. Tout à fait. Si on étudie ça. J'en parle un peu et c'est vraiment très très intéressant de voir comment ils s'y sont pris et comment ils ont eu ce réalisme d'accepter de dire bon ben la situation les a obligés à être réalistes en fait, les ethnologues. Oui. Voilà. Oui. Bon, je continue. Donc, je disais, donc on ne va pas essayer de surmonter les difficultés, de la supprimer la distinction, mais de supprimer les difficultés qu'elle entraîne. Et de penser malgré tout une unité que l'on a détruite dans le langage au mépris de nos véritables besoins. Alors, je reprends là les trois critiques logiques. Premier point, la notion de... Et là, je rentre dans ce que Samy Ali fait de constructif. La notion de refoulement de l'affect permet de réunir dans une même analyse du fonctionnement ceux que la psychanalyse a séparés. La vie humaine considérée dans ses aspects corporels, les affects, et psychiques, les représentations par exemple. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si l'affect, en raison de sa nature somatique, subit un destin qu'on ne peut voir, la seule question que vous pouvez poser à son propos est celle de sa liaison à la représentation. Ce qui est assez limité quand même. Une grande partie de la clinique freudienne, et de la théorie aussi d'ailleurs, tourne effectivement autour de cette question de la liaison, des liaisons de l'affect, et se heurte à cette limitation, avec des résultats qui, à mon humble avis, sont un peu confus, voire contradictoires, et que les gens honnêtes reconnaissent qu'ils n'ont jamais très bien compris. Voyez par exemple sur cette question l'homme au loup, ou encore inhibition, symptômes, angoisse, il y a des contradictions terribles. C'est ainsi que, par exemple, la question de savoir si l'angoisse résulte toujours des symptômes ou si elle peut être à son tour cause de symptômes n'est jamais vraiment parfaitement éclaircie. Mais si à l'inverse vous considérez que l'affect peut subir le refoulement, vous pouvez décrire son destin et le rôle qu'il joue dans le fonctionnement.
Et vous pouvez ainsi comprendre la description des évoques. Et vous pouvez ainsi comprendre que la description des images d'un rêve épouvantable ne soit accompagnée dans certains cas d'aucune émotion. Ça arrive avec certains patients. Ou bien qu'un affect d'angoisse se manifeste en l'absence de toute représentation. C'était la situation que je vous ai présentée au début. Cette femme qui pleure, qui ne voit rien, c'est lié à rien. Pratiquement, cela vous permet de comprendre le fonctionnement de personnes qui n'éprouvent ni plaisir ni peine. Je me souviens d'un patient, un jeune, un ado, qui me disait « Tout le monde parle d'émotion, mais moi, je n'ai jamais compris ce mot, c'est quoi? Ça se sent où? Je ne sais pas ce que c'est. On me parle... Là, on frôle l'anthropologie de nouveau. Hein. C'est-à-dire là, de nouveau, on a besoin d'une traduction dans des cas comme ça. Voilà. On disait « Ça se sent où ?» Donc vous pouvez comprendre ça, ou bien vous pouvez comprendre des personnes qui sont soudainement assaillies par un flux d'émotions qu'elles ne relient à rien et leur paraissent totalement incompréhensibles. C'était le cas de Madame R que je vous ai présenté au début. La deuxième remarque logique, la notion de refoulement réussi permet de comprendre l'absence conjointe de symptômes et de créativité, momentanée ou durable. Je dis bien absence conjointe de symptômes et de créativité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. La suppression ou la répression de l'imagination et aussi l'adaptation normative que nécessite de tel type de fonctionnement et la banalisation de la vie relationnelle qui en résulte. Donc là, je parle je fais allusion au travail de description de la banalisation de la vie affective par Sami Ali, tout ce genre de choses. Elle permet donc de voir tout ce que Sami Ali a appelé pathologie de l'adaptation aussi. Elle permet donc de voir ce qu'il y a de pathologique dans de telles formes d'adaptation aux autres et aux exigences sociales, et de situer dans l'histoire d'une vie, par l'étude du fonctionnement relationnel, l'apparition de certaines maladies somatiques ou psychologiques, ou pour dire les choses de manière plus juste, de comprendre la successivité des périodes d'adaptation et de troubles, des périodes avec rêve et des périodes sans rêve, le surgissement des maladies, le surgissement de l'activité créatrice, etc., dans l'histoire d'une vie. La troisième remarque, la critique du refoulement. Alors justement, ça fait le lien. La critique du refoulement permet enfin de reconnaître et comprendre le rôle de l'imagination créatrice dans le fonctionnement. Sami Ali a écrit dans un de ses derniers ouvrages, Convergence, que la pathologie et la création sont l'envers et l'envers de la même réalité qui est la nôtre à tout moment. L'envers et l'avers de la même réalité. L'une et l'autre, ça veut dire quoi, la réalité? L'une et l'autre sont des manières de fonctionner, c'est-à-dire d'être en relation avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes, et de le montrer. C'est-à-dire de construire le corps, l'espace, le temps, comme on le fait sans arrêt dans la vie de tous les jours. Elles sont des manières de résoudre les conflits qui apparaissent dans le fonctionnement, l'une comme l'autre. Quand dans ce fonctionnement un conflit apparaît, on cherche à le résoudre. On peut aussi bien le résoudre dans la pathologie que dans la création. La critique du refoulement proposée par Sami Ali permet donc de penser dans une vue d'ensemble du fonctionnement. J'ai mis vue d'ensemble entre guillemets parce que c'est un terme de Wittgenstein, comme par hasard. Donc dans une vue d'ensemble du fonctionnement, comment l'activité créatrice peut apporter des solutions au conflit. En reconnaissant la possibilité du refoulement de l'affect, elle permet aussi d'intégrer les aspects corporels dans l'expression créatrice. À la différence du concept très théorique de sublimation, parce que la sublimation, pourquoi je dis que c'est théorique la sublimation? Parce que c'est un processus qu'on ne peut pas décrire. Par définition, vous ne pouvez pas le décrire. Comme le retour du refoulé, ben vous le voyez quand il est là, mais le mécanisme, vous ne pouvez pas le décrire. La sublimation, vous ne pouvez pas le décrire. Vous envoyez le résultat, c'est tout. Et vous l'interprétez comme étant une sublimation. Mais le processus, vous n'en savez rien. Donc, à l'inverse du concept très théorique de sublimation, le concept de création, dans son opposition à celui de pathologie, parce que c'est là qu'il devient actif et qui devient utilisable, c'est dans son opposition au concept de pathologie, c'est un concept pratique qui permet de comprendre, dans l'histoire du fonctionnement relationnel d'une personne, des œuvres artistiques comme des dessins d'enfants, des rêves, des séances de relaxation,
dans leur alternance, dans leur opposition aux manifestations pathologiques. C'est-à-dire que vous avez une correspondance entre l'opposition de concept création-pathologie et l'opposition dans des manifestations, période pathologique, période créatrice, etc. J'y reviens, mais bon, c'est quand même, encore une fois, relaxation, rêve, dessin d'enfant, maladie, œuvre artistique, tout le tourbillon de l'organisme décrit par Stanley Cavell, dont je vous ai parlé de la citation tout à l'heure. Bon, il me reste 3 pages, on va arriver dans les temps. Même pas... Si tu peux les faire en 10 minutes, c'est bien. 2 pages et demie. Non, même pas. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Ça nous laissera un peu de temps, j'avais peur de faire trop long, finalement, c'est parfait. De toute façon, dans un moment, je n'arriverai plus à parler. Alors, le dernier chapitre, je continue, c'est bon? Oui, oui. Le dernier chapitre, je l'ai appelé, je me demande si vous n'osez pas poser des questions ou si je suis très clair, j'ai un doute. Je pars dans l'hypothèse favorable que je suis très clair. Hein? Et que vous êtes très, très intelligent aussi, bien sûr. Donc mon dernier chapitre, je l'ai appelé « Parler de l'affect de manière réaliste ». Parce que je voulais approfondir un peu l'analyse de la conception de l'affect. Et revenir sur la critique de la conception, d'abord revenir sur la critique de la conception psychanalytique de l'affect, à propos de 2 points précis. J'en ai déjà parlé, mais là, je voulais préciser un peu sur la question de l'affect, qui me paraît importante, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez central dans la théorie de Sami Ali. Ce qu'il dit sur l'affect comme équivalent de rêve, c'est quand même le point où tout se réunit, il me semble. Donc, j'y reviens. Donc, 2 points précis où je veux reprendre un peu la critique de Sami Ali. Le premier est le suivant. La théorie psychanalytique est une description de la circulation d'éléments entre les instances de l'appareil psychique, conscient ou inconscient, et à travers 2 mécanismes, le refoulement et le retour du refoulé. Dire que l'affect ne peut pas être refoulé revient à l'exclure de ces mécanismes, de cette circulation. Et donc, en exagérant un peu, je dirais quasiment de la psychanalyse. J'exagère un peu, parce qu'après, Freud fait tout un travail, bien sûr. Ah non, c'est ce qui s'est passé. Hein? C'est ce qui s'est passé. C'est quand même ce qui s'est passé, même si il y a quand même un gros travail de Freud pour essayer de réintroduire l'affect dans la compréhension, dans le système. Mais quand même, c'est ce qui se passe. L'affect, on en parle peu. Oui, oui. Très peu. Voilà. Lacan l'a définitivement. Voilà. Et il y a même des tendances psychanalytiques qui le... Voilà. C'est juste un truc qui nous embête, quoi. Voilà. Donc, ça revient à l'exclure de la psychanalyse. Et alors, c'est étrange. Vous avez commencé à décrire quelque chose qui paraît quand même important, et finalement, vous vous mettez dans une situation où vous ne pouvez plus en parler. L'affect devient donc une notion marginale. Vous n'avez qu'à voir la différence de taille dans le vocabulaire de la psychanalyse de Laplanche et Pontalis entre les rubriques affect et représentation. J'ai regardé l'autre jour, je crois que c'est 5 fois plus représentation. C'est énorme. Bon. Mais je crois que chez Lacan, il n'y a pas un mot sur l'affect. Chez Lacan, il y a... Oui. C'est totalement irréaliste. Je voulais parler de réalisme ce soir. Voilà, ça c'est vraiment totalement irréaliste. Pourquoi Freud fait ça? Moi, ça me paraît incroyable. C'est comme si tirer une balle dans le pied, quoi. Vraiment, pour parler simplement. J'ai tendance à penser que c'est pour sauvegarder la cohérence de la théorie. On pourrait dire la symétrie. À mon avis, c'est une position quasiment esthétique. Il a commencé dans la séparation âme-corps. Il faut qu'on la retrouve à tous les étages. Mais je dirais ça aussi, sacrifier la justesse de la description à l'ordre théorique ou à l'esthétique, c'est quand même super irréaliste. Deuxièmement, si l'affect ne peut pas être refoulé, il ne peut pas être vraiment inconscient. Mais là, il y a une question logique encore. Le philosophe pose des questions logiques. Ce qui ne peut pas devenir inconscient, est-ce qu'on peut le considérer vraiment comme conscient?
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit doute, c'est un peu étrange. Su ou insu, donc, mais jamais tout à fait réel, parce que jamais tout à fait vraiment conscient, parce que jamais vraiment tout à fait inconscient. L'affect n'entre pas vraiment dans les catégories de la psychanalyse, et cela semble finalement résulter complètement de son caractère corporel, que la psychanalyse ne peut pas vraiment intégrer dans son système. Et je dirais, bon, on pourrait dire, c'est ça le sens de... C'est vraiment ça le sens de psychosomatique chez Samiali. Quand Samiali, au début, il a commencé à parler de psychosomatique, beaucoup de gens sont trompés. Il a cru que son truc, c'était « je vais parler de l'influence du psychique sur le somatique ». Et donc des maladies psychosomatiques. C'est pas ça du tout. Pour lui, c'est ça. Pourquoi on se mettrait dans un système où il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas intégrer? Pourquoi on ne peut pas intégrer? Pourquoi on va se fixer une exigence préalable qui ensuite va nous empêcher de parler de certaines choses? C'est ça le sens du terme psychosomatique chez Samiali. En psychanalyse, finalement, si vous regardez bien, la phénoménologie de l'affect est très faible, c'est ce que tu viens de dire. Quasiment pas d'études. Oui, mais parce qu'elle appartient au dualisme, elle appartient au corporel. Elle appartient au corporel. Et l'affect est une quantité d'excitation sexuelle, d'origine sexuelle. Sexuelle. Voilà. Et donc... c'est pour ça qu'elle n'est pas refoulée. Parce qu'elle est corporelle. Elle n'est pas refoulée. Et voilà. Parce qu'elle est corporelle, oui, c'est somatique. Et donc, la phénoménologie est faible, et quand il y a de l'affect, il est interprété immédiatement comme signe. À la rigueur, on va reconnaître que c'est le signe, il accompagne une représentation. Dans ces conditions, vous ne pouvez plus vraiment caractériser le rôle de l'affect dans le fonctionnement. L'affect devient simplement un phénomène qui en accompagne un autre, le retour de la représentation refoulée, tout en étant complètement séparé. C'est donc finalement une sorte de coloration, quelque chose de quasiment esthétique encore, que vous ne pouvez pas bien décrire, que vous pouvez seulement interpréter comme l'indice d'une représentation refoulée, avec des phrases que vous connaissez bien, qu'on retrouve dans les rapports des psychologues, qu'on retrouve dans les rapports d'expertise. Alors je vous l'ai dit, le type de phrase, vous les connaissez. La manifestation de l'angoisse montre la force de la poussée pulsionnelle. Vous avez déjà entendu ça. Hein? L'état de panique qui accompagne ces images, l'expression de ces images, souligne leur caractère insupportable. On est toujours dans cette interprétation, c'est-à-dire l'affect, c'est juste la coloration qui accompagne la représentation. De manière positive, voyons maintenant ce qui est réaliste dans la manière de considérer... 17. Je suis perdu. 17. C'est derrière celle-ci. 17. Ah oui, mais bon, elle est juste derrière. De manière positive, voyons ce qui réalise dans la manière de considérer l'affect dans la théorie relationnelle de Samiali en examinant les caractères qu'il lui attribue dans sa description. Donc on est vraiment dans le positif, ce qu'il lui attribue. Premièrement, que l'affect puisse être refoulé tout autant qu'une représentation, cela permet de le réintégrer dans la description du fonctionnement. On peut le décrire pas seulement du point de vue de sa couleur, et pas seulement l'interpréter, mais aussi du point de vue qui est le plus important dans la description d'un phénomène, c'est-à-dire sa présence ou son absence. On peut le nommer. Je reviens sur cette histoire de nommer l'affect. Prenons en exemple une simple phrase. Il parle de ce qui lui fait du mal sans éprouver la moindre émotion. On peut dire ça. Dans une réunion de psy, on va entendre ça. D'un point de vue psychanalytique, cette phrase décrit une froideur défensive qui accompagne le refoulement d'une représentation. Dans notre point de vue, elle caractérise un refoulement de l'affect, un type de fonctionnement. Elle est importante, elle est compréhensible. Moi, elle me dit autant de choses que l'inverse. Il éprouve une forte émotion sans savoir ce qui la provoque. Et les deux phrases m'indiquent des types de fonctionnement complètement différents. Deuxièmement, l'affect est un équivalent de rêve. Donc, il a un rôle dans le fonctionnement. C'est un aspect du fonctionnement imaginaire, ça. L'affect est un aspect du fonctionnement imaginaire. Son refoulement est corrélatif à la banalisation de la vie relationnelle. Plus la vie relationnelle est banale, plus l'affect est refoulé. Plus la vie relationnelle est riche, plus l'affect est présent.
Sa présence transforme la vie relationnelle et s'exprime dans la créativité, tandis que son absence témoigne du fonctionnement pathologique. L'affect a une fonction et un sens dans notre manière de vivre, dans la forme d'une vie. Troisièmement, troisième assertion, l'affect n'est pas seulement la sensation d'un sujet, quelque chose de plus ou moins exprimable qui se produit dans le corps, dans son corps. Ce que je veux dire, c'est que l'affect n'est pas une chose privée, intime. Ça, c'est une idée irréaliste. L'affect est une projection de soi. J'en ai pas parlé plus, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais Sami Ali en parle beaucoup de ça, de la projection. L'affect est une projection de soi. Et quand il n'est pas refoulé, évidemment, il est toujours dirigé vers les autres. Plus nettement encore que la représentation, il est évidemment relationnel. L'affect, c'est l'aspect dynamique du désir. Il ne colore pas la représentation, il l'adresse, il vous l'envoie. Et si vous prenez en compte l'affect dans votre conception du fonctionnement et dans votre pratique, vous vous rendez compte que la relation est le fonctionnement humain. Et que votre pratique de soins, si elle tient compte de ça, quelle que soit votre pratique de soins, pas seulement en psychothérapie, je veux dire, que votre pratique de soins est relationnelle. Quatrième remarque que je voudrais faire, l'affect est ainsi rétabli comme un des objectifs de l'intention thérapeutique. Vous ne pouvez plus le considérer simplement comme quelque chose qui accompagne une représentation, un symptôme, et qui accompagne ce qui vous intéresse vraiment, c'est-à-dire le mécanisme refoulement, retour du refoulé, comme un simple signe à interpréter. Je dirais même que vous allez retenir votre désir de l'interpréter, parce que ce qui devient important, c'est sa présence ou son absence, que vous puissiez simplement le nommer. J'avais commencé avec ça, vous vous rappelez, avec l'histoire de Léa, nommer l'affect. Et votre pratique va consister à créer les conditions pour qu'il apparaisse à nouveau, pour qu'il s'exprime, pour qu'il s'installe durablement, pour que le patient parvienne à son tour à le reconnaître en le nommant. L'idée, c'est de faire une place à l'affect, comme dit Sami Ali à propos du rêve. Sami Ali dit les gens qui ne rêvent pas. Ben voilà. On me l'avait demandé qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne rêvent pas. Il avait pris une chaise, il avait mis là, puis il avait dit ben, voilà. Je fais une place au rêve. Voilà. C'est son côté de temps en temps un peu. Et de temps en temps, quand tu prends ces postures de maître zen comme ça, c'était il y a longtemps, quand il venait à Nice, ça nous avait beaucoup impressionné, moi je m'en rappelle encore. Et voilà, fais une place au rêve. Faire une place au rêve, ça voulait dire quoi pour lui? Ça veut dire surtout ne pas essayer de les provoquer, de les susciter, de ne pas interpréter les petites choses qui pourraient ressembler à des rêves, surtout attendre. Donc vous allez faire en sorte, vous allez tout faire pour qu'il s'exprime, pour qu'il s'installe durablement, pour que le patient parvienne à son tour à le reconnaître en le nommant. Vous allez faire une place à la fête comme vous faites une place au rêve. Là, j'ai mis signaler citation. Il doit y avoir une citation dans votre handout qui correspond à ça. Et donc, bon, je vous signale voilà, qu'elle est en rapport avec ça. Je sais même plus ce que c'est. Je voulais dire une chose encore là-dessus, parce que ce qui devient sur la présence ou l'absence. Oui, sur la. Ah ben oui, voilà, je sais. Vous avez dans le handout une citation sur nommer l'affect, une citation de Sami Ali. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Dernier tout petit paragraphe, le 5e. Les affects du thérapeute prennent aussi un sens et une importance. Bien loin d'un contre-transfert toujours un peu gênant, voire inquiétant, qu'il faudrait surtout contrôler, voire éliminer, la présence ou l'absence d'affect chez le thérapeute a un sens et une importance. La compréhension, et ça se travaille, et vous travaillez avec, la compréhension de la situation relationnelle des patients, comme la créativité de la situation thérapeutique en dépendent, comme l'a illustré la situation du prologue. C'est-à-dire que, évidemment, ce qui provoque ma retenue, ma façon de, finalement, dans cette situation-là, mais je ne suis pas toujours aussi alerte. Mais c'est mon affect qui m'alerte et que je nomme pour moi-même. Et c'est ça qui détermine la suite. Voilà, j'ai fini. Très bien. Merci, on t'applaudit.
Et on te laisse un peu souffler. Alors voilà des considérations qui vont avoir des effets, comme je le disais, tant sur la pratique, tant sur la théorie que sur la pratique, puisqu'on peut imaginer là qu'au fond le cadre analytique, il nécessite d'être énormément remanié, y compris la fonction du thérapeute également. Alors, je ne sais pas si les gens veulent parler de ça, mais on va d'abord laisser je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions d'emblée. Il faut peut-être digérer tout ça. Bon, donc c'est important parce que en fait Gérard reprend, je dirais, ces deux conceptions, ces deux perspectives, hein, où la question effectivement de l'inconscient est plutôt défensif, quantitatif, énergétique. C'est vrai que c'est sur la défense que ça se passe, hein, cette idée de l'inconscient. Par contre, avec Sami Ali, c'est précisément, je dirais, toute la globalité dans toute sa splendeur. Et pas forcément, je dirais, en considérant uniquement la défense, même si la défense est considérée. Hein, je pense que ça, c'est très, très important. Mais ce sur quoi tu as beaucoup insisté aussi, c'est de faire avec ce qui existe. Alors, c'est vrai que Sami Ali, il en revient de cette notion de faire avec ce qui existe. C'est-à-dire, tous ces concepts d'inconscient sont des concepts quand même éminemment synthétiques, sont des concepts conceptuels. Et finalement, il faut faire avec ce qui existe. Alors, il n'y a pas de voie royale d'accès à l'inconscient. Le rêve, ce n'est pas la voie royale, par exemple. Le rêve, ce n'est pas la voie royale pour avoir accès à l'inconscient. Le rêve, c'est l'inconscient. Donc, c'est déjà une manière de se positionner tout à fait différemment avec cette notion que tu as développée du réalisme. Hein, mais aussi de la notion de transfert, qui est quand même à repenser et qui est remaniée aussi dans la cure relationnelle, si je puis m'exprimer comme ça. Parce qu'il en va là aussi, je dirais, d'utilisation également de deux leviers. Ce n'est pas scindé, c'est-à-dire que le transfert, il se ramène à la question du lien psychique ou du lien intra-subjectif. Le relationnel englobe, je dirais, aussi bien le corps, l'esprit, mais en même temps, de comment le corps participe à la constitution de l'esprit, et vice-versa. Voilà, c'est indissociable. Ce sont les deux faces de la même pièce, comme on le dit souvent. Ce qui veut dire que ça engage, je dirais, et notamment, alors ce qui est très important, je crois, dans la théorie relationnelle qui diffère véritablement avec la théorie analytique, c'est toute la question de l'affect, effectivement. Parce que la position analytique considère l'affect comme une quantité, c'est quantitatif, c'est de l'excitation, c'est de la libido, c'est de l'énergie. Oui. Ce qui finissait par dire à Freud, effectivement, que bon, si on se masturbe trop, on est dans la psychasthénie. Oui, juste une remarque, j'ai relu récemment, là, quand je faisais ça, Freud, dans Métapsychologie, dans l'article sur le refoulement, il dit bien, justement, mais ça a été un peu oublié, que un quantum d'affect, éventuellement de libido, quand c'est de l'excitation sexuelle qu'il s'agit. Ça a été un peu oublié, ça, quand même, hein, oui. Entre parenthèses. Oui. Il y a des textes que même les psychanalystes devraient relire plus. Oui, oui, c'est vrai. Donc ces notions d'angoisse aussi, hein, c'est référé à la question des libidinales. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une approche qui est différente, mais je dirais plutôt complémentaire. Je pense qu'il n'y a pas d'antinomie entre la pratique psychanalytique, enfin, je dirais la théorie freudienne et la théorie samialienne. Je pense qu'elles se complètent assez. D'ailleurs, Sami Ali considère qu'il englobe la psychopathologie freudienne à l'intérieur de son épistémologie. Mais je pense effectivement que c'est complémentaire, comme, je dirais, l'Orient et l'Occident, en quelque sorte. Ce n'est pas un système qui est mieux qu'un autre. En fait, c'est dans la complémentarité que ça doit exceller, en principe. Ce qui fait qu'un psychanalyste n'a pas besoin d'être neutre, rigide, avec un cadre absolument terrifiant. Je pense qu'il peut être lui-même également, comme il peut de temps en temps avoir, je dirais, des positions très neutralisées, très neutralisantes pour lui-même. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est toute la liberté aussi d'une pratique, mais ça a une efficacité redoutable. Moi qui pratique du Sami Ali depuis longtemps,
je dis, ça a une efficacité redoutable, véritablement redoutable, qu'on ne trouve pas dans la psychanalyse, où on va dire de surcroît, peut-être c'est guérissable. Mais peut-être que c'était parti pour être une autre idéologie, la psychanalyse, et non pas forcément pour être une thérapeutique. Alors il y avait aussi cette idée en fond quand même, hein, je dirais par la suite, et je crois qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui en sont restés là. C'est-à-dire c'est un outil, mais ce n'est pas forcément une thérapeutique. Oui, tout à fait. Alors c'est comme le rêve, ça permet de valider, de prouver l'inconscient, mais on ne fait rien avec le rêve. Personne ne travaille sur le rêve. Il n'y a que André Green, avant d'avoir son AVC, quand il avait parlé de la désillusion, et où il avait réhabilité quand même l'affect. Mais c'est vrai, voilà, on a été écouter des psychanalystes, elles vont faire de la psychopathologie sur des gens qui sont djihadistes, islamistes, elles vont parler de narcissisme. C'est pas possible, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est des modalités de pensée qui sont complètement arbitrairement mis là, comme si voilà, on va finalement scanner la chose avec toujours le même appareil. Ah, ils se battent pour y aller, hein, parce qu'ils sont dans toujours ce mouvement d'extension de l'application de la psychanalyse à tous les phénomènes. Voilà, c'est ça. La clé universelle. Donc alors, c'est un modèle intéressant, la psychanalyse. Hein, c'est un modèle intéressant, on ne peut pas dire le contraire. Et il a aussi des implications. Enfin, je pense avant la psychanalyse, il y a eu par exemple le judaïsme. Bon, ben, c'est intéressant, ce sont des terminaisons, hein, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur en soi. C'est comme on pourrait dire la science, c'est très intéressant. Ça. Mais voilà, ce que je pense que Gérard veut dire, c'est que ça n'explique pas tout et qu'il faut peut-être là infiltrer les choses. Ça n'explique pas tout, et des fois ça explique les choses d'une manière qui crée de la confusion. C'est ça que j'ai essayé de montrer. Et tu l'as bien indiqué tout à l'heure quand tu as parlé du rêve, et que le rêve n'est pas la voie royale pour l'inconscient, c'est l'inconscient, et puis c'est tout. C'est-à-dire que là, avec Sami Ali, on a une immédiateté de la représentation à laquelle nous conduit le concept et de l'usage qu'on peut en faire, qui est beaucoup plus simple, alors que le rêve, voie royale, a un inconscient qui est constitué de choses refoulées, mais pas seulement. Il y a un refoulement originaire. Si tu lis bien, il y en a deux, parce qu'il y en a déjà un autre de refoulement imaginaire dans le mécanisme en 1917 dans Métapsychologie. Et derrière, il y a la pulsion, et dans tout ça, il y a le conflit et les instances. Et alors, si on a envie de parler de moi avec Sami Ali, on parle du moi, c'est pas un problème. Hein. Oui. Si tu as envie de parler de l'inconscient, tu parles de l'inconscient. Moi, je te parle plus facilement de choses inconscientes, de représentations inconscientes, d'affects inconscients, que de l'inconscient, la boîte. Mais en même temps, l'inconscient, on sait bien ce qu'on veut dire entre nous quand on parle de quelque chose qui est dans l'inconscient. On comprend, c'est pas un gros mot, quoi. Voilà. Bon, mais on a une capacité d'utiliser ces notions qui ne sont pas des choses conceptuelles, rigides et fermées, d'utiliser ces notions pour construire la description, je ne dirais même pas l'explication, la description dont on a besoin, le regard dont on a besoin, voilà, qui est super efficace. Excuse-moi, Hélène. Il y a une simplification encore qui suit, c'est d'enlever la notion d'inconscient et de conscience en parlant de conscience vigile, de conscience onirique. C'est-à-dire que nous ne sommes, enfin, le cerveau ne produit que de la conscience, et là c'est vraiment une façon de penser qui se rapproche vraiment de la biologie du cerveau. Donc c'est vraiment très efficace, hein, de ne pas séparer en un inconscient et inconscient, mais voilà. Oui. Deux sortes de conscience différentes. Le cerveau pense, il pense en mots le jour, il pense en images la nuit, en gros, quelque chose comme ça. Le rêve, c'est une pensée en images, et le cerveau bascule entre ces deux fonctionnements de conscience onirique et de conscience vigile. Du coup, là aussi, c'est un système qui simplifie et qui aide aussi à faire le lien avec la biologie, du coup, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même cohérent. Avec la neurologie. Et du coup, ça ouvre des perspectives. Donc c'est vraiment. Oui, et puis
c'est dynamique aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un inconscient qui est une boîte, voilà. Il n'y a pas... une espèce de représentation d'une boîte fermée qui se remplit d'un côté, qui se revide de l'autre, tu as là deux formes de conscience différentes qui sont, je dirais, en acte dans des situations différentes. Voilà. Et avec, ça se passe dans le cerveau et dans l'esprit. On n'est même pas obligé de faire la différence entre les deux. Et on retrouve là-dedans des constructions du temps, de l'espace, de l'autre, de l'environnement, qui sont différentes, spécifiques de ces deux situations diverses. Et ça, c'est dynamique, quoi. C'est ça qui est complètement différent. Oui, Chiche, qui est un psychanalyste parfaitement orthodoxe, je pense que tu dois avoir des questions, mais c'est intéressant cette notion aussi de conscience vigile, conscience lyrique, parce que qu'est-ce que ça veut dire pour un psychanalyste comme toi? Ça veut dire que si par exemple le patient aurait du retard, c'est pas forcément un acte manqué. C'est peut-être qu'il est dans une autre conscience. Alors une autre conscience, ça veut dire une conscience qui n'est pas la conscience onirique, bien sûr, il n'est pas dans l'hallucination ni le délire, mais il est interpellé, je dirais, par un phénomène, effectivement, je dirais, de croyance qui vient s'imposer à ce moment-là. On peut dire ça, la même chose de la distraction, ou de n'importe quoi. Donc l'acte manqué, il ne va jamais être interprété comme un acte défensif. Enfin, l'acte manqué, c'est un acte défensif. La pratique, je dirais, relationnelle, il va être considéré comme un état de conscience, mais qui est dû directement à la relation. Voilà, c'était un peu pour te donner quelques... Ouais. Parce que je pense que, comme vous l'avez dit entre les mots, c'est vivant quand c'est affecté. Tout à fait. Alors, sur le refoulement, ce que j'ai retenu, c'est que peut-être vous n'avez pas assez distingué le refoulement normal, celui qui nous est commun à tous, parce qu'on refoule tous, du refoulement pathologique, celui dont a parlé Freud. Parce que c'est là que le retour du refoulé est pleinement agissant. Dans le refoulement normal, c'est un refoulement réussi. Il est valable, enfin, il est commun à chacun d'entre nous. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, oui. C'est pas le refoulement réussi dans le sens où l'emploie Sabiali. C'est-à-dire, Sabiali l'emploie dans le sens où les cas où il n'y a absolument plus aucun retour du refoulé. Donc plus aucun rêve, par exemple. Il n'y a plus de retour du refoulé. Justement, il n'y a même plus le refoulement normal. C'est ça qu'il appelle refoulement réussi. C'est-à-dire, c'est le refoulement totalement réussi, qui lie aux pathologies d'adaptation, de la normativité, voilà. Hein, il en veut, quand le rêve disparaît complètement, quand la créativité disparaît complètement, quand il n'y a plus que... Moi j'ai eu des patients comme ça, hein, des patients sans rêve, sans idée, sans amour, sans affect. Voilà, c'est ça qu'il appelle refoulement réussi. Mais je vous ai interrompu, je vous en prie. Non, moi je ne parlais pas de ce refoulement-là. Oui, voilà. Refoulement commun. Notre refoulement réussi à nous. Voilà. Oui, c'est... Vous parlez, le refoulement de l'affect, si refoulement il y a, parce que c'est sur ça. Ces personnes sans émotion, ces personnes
Oui. C'est ça. On est dans la pensée opératoire des psychosomaticiens. Mais effectivement, c'est le normal. C'est-à-dire le normal dans le sens où il n'y a pas ni d'obsessionnalité, ni d'hystérification, ni de perversion. C'est le normal, le refoulement réussi. Mais toi, tu faisais allusion au refoulement commun, c'est-à-dire à ce que Freud apporte après par la suite avec l'inconscient originaire, où le sens de dépasser le cannibalisme, dépasser l'inceste, voilà. C'est-à-dire qu'à partir de là, l'humanité est à un niveau où les refoulements sont acquis. Il nous reste que le meurtre à régler. Bon, selon lui, un jour peut-être. Bon, voilà. Mais effectivement, l'histoire du refoulement réussi, il y a chez Freud un refoulement en tant que postulat presque. Voilà. Et puis après, il y a le refoulement qui est, je dirais, le refoulé, en fait, qui est l'inconscient, qui est l'équivalent de l'inconscient. Qui est l'équivalent de l'inconscient. Voilà. Mais pendant longtemps, dans les années 20, il va dire ça, et puis après, il va se défendre de ça. Il va dire, oui, il n'y a pas que, c'est pas que le refoulé, l'inconscient. Il y a aussi un inconscient ultime. Même dans la métapsychologie, dans l'inconscient, dans l'article de l'inconscient, il dit à un moment donné, le refoulé ne recouvre pas complètement l'inconscient. L'inconscient est plus vaste. Déjà dans l'article, et je pense que l'article métapsychologie est de 1915, l'article inconscient. Bon. Et je voulais par contre effectivement remercier un peu ton travail, enfin féliciter le travail que tu as fait, parce que c'est vrai que tu as abordé ça par un moyen très indirect, sans avoir nommé ni la projection, ni la conscience onirique, ni la conscience vigile, ni le corps réel, ni le corps imaginaire. Enfin, non. J'aurais aimé aussi. Mais bon. Non, mais c'est pas mal, hein, je trouve que c'est bien fait, voilà. C'est vrai que la pensée de Savignani, elle est extrêmement logique. Tu as remarqué, oui. C'est une pensée très profonde, très fournie. Oui. La façade clinique, elle est aussi très riche. Mais cette façade-là, on y va moins souvent. Elle est très importante aussi parce qu'il faut s'appuyer dessus. Non oui, je m'étais dit que ça faisait l'occasion de faire une vue d'ensemble en prenant un biais un peu différent. Oui, mais je l'aurais pas fait comme toi, mais je trouve ça très bien. Voilà. Bon, c'est vrai que tu es philosophe aussi, donc ça t'a facilité les choses. Je fais ce que je sais faire, quoi. C'est normal, après tout. Voilà. Une question peut-être? Non? Pour moi, ce qui distingue la psychanalyse, avant tout, c'est le transfert, dont vous avez très peu parlé, et la libre association. Et pour moi, la psychanalyse, c'est avant tout ça, la libre association. Tout ce qui empêche cette circulation et cette liberté. Vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Je pense que c'est assez réaliste, voilà. C'est assez réaliste de prendre la psychanalyse par ces bouts-là, et pas par les bouts de la métapsychologie, justement. Quand Freud parle de la métapsychologie, quand il en parle, il dit la sorcière. Voilà. Et cette sorcière, on en a besoin au départ. Voilà. Comme on a besoin d'une théorie de Samueli, peut-être pas d'une théorie, mais d'une pensée de Samueli, pour se référer à quelque chose. Mais regardez le succès de cette sorcière quand vous pensez, tous ces psychologues qui ne sont pas psychanalystes d'ailleurs, et qui vous parlent de l'inconscient comme une chose qu'ils ont vue. C'est quand même incroyable. Et c'est à ça que quelqu'un de réaliste doit faire attention. Voilà. C'est incroyable le succès de la sorcière. Je vous parle de l'inconscient comme s'ils avaient mangé avec. Incroyable. J'ai quitté la psychanalyse et aujourd'hui la psychanalyse me sert pour écouter les philosophes. Parce que ça permet une grille d'écoute.
Mais peut-être pour effectivement articuler ce que tu proposes à propos des associations et du transfert, est tout à fait concevable également dans la théorie relationnelle. Sauf que le transfert, c'est pensé comme une projection. Ça veut dire que c'est un mode particulier, c'est un cas particulier de la relation. Mais ce n'est pas systématique. Là aussi, c'est très important de considérer que le transfert, c'est pas pensé comme un mécanisme de défense comme dans la psychanalyse, mais comme la possibilité effectivement de réactualiser un passé en présent à travers une activité projective que l'on établit sur le thérapeute. Donc, c'est un peu ça la définition, mais elle est utilisée, mais elle est utilisée en complément de la relation. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que le transfert n'est pas obligatoire, c'est la relation qui va conditionner le transfert. Par exemple, on peut être sûr que quelqu'un qui ne se souvient jamais de ses rêves n'établit jamais de transfert. Et ça, je me mettrai ma main à couper. Et c'était la vérité, parce que dans la pratique, on le vérifie tout le temps. Donc il n'y a pas de transfert possible s'il n'y a pas de projection. Voilà, là aussi, quelque chose qui est très important à différencier entre, je dirais, la cure analytique et la cure relationnelle. C'est-à-dire que le transfert n'est pas obligatoire, il faut savoir le créer en tant que thérapeute. Ce qui veut dire qu'il faut savoir en tant que thérapeute se mouiller, ça veut dire nommer les choses pour faire qu'elles existent et qu'elles apparaissent. Alors, c'est créer effectivement la possibilité à la personne de se souvenir de ses rêves et d'avoir une activité imaginaire, c'est-à-dire de déverrouiller une activité imaginaire. C'est quand l'activité imaginaire est là que le transfert peut être là. Mais le transfert, chez Sami Ali, n'est qu'une référence imaginaire, n'est qu'un support imaginaire, un support imaginaire de plus. L'association d'idées, c'est pareil. C'est-à-dire, au fond, c'est la capacité à quelqu'un de laisser aller son imagination et je dirais, d'en faire part et de pouvoir, comme ça, raconter ce qui peut traverser l'esprit. C'est un équivalent de rêve. Mais là aussi, oui, c'est un équivalent de rêve. Alors, ça dépend effectivement de la relation que l'on instaure, je dirais, dans quelle situation, parce que même couché, allongé, tout ça, ou debout, assis, enfin, tout ça, c'est tout à fait aussi modulable. C'est possible aussi, je dirais, avec Sami Ali. Il n'y a pas de conditions préalables. Sauf que, pour Sami Ali, c'est leur fonctionnement qui fait le cadre et non pas l'inverse. Pourquoi ? Parce que le corps est concerné. Alors que dans la psychanalyse, le corps, il est allongé, il n'a pas lieu d'être. Vous pouvez dire, mais vous ne pouvez pas tout faire. C'était ça le truc. Vous pouvez dire, mais vous pouvez... Un espace est à vous, vous pouvez tout dire, mais attention, vous ne pouvez pas tout faire. Ben voilà pour compléter un peu ces notions de transfert et d'association, parce que c'est important ça. Bon, encore bravo, encore merci, j'ai été enchanté. On se retrouve en janvier, 10 janvier, bravo. Et ce sera, on peut le dire plus fort, Grégorio qui va nous parler de thérapie familiale. Ça peut être chouette aussi par rapport à la relation.